Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. 42 décrets signés par Trump en 10 jours, soit autant que Joe Biden en 100 et 2 fois plus qu'Obama lors de son premier mandat, selon le décompte de nos confrères du site Grand Continent. Un activisme qui montre la volonté de puissance du 47e président, une volonté de transformer rapidement la société américaine, une volonté qui se heurte à la réalité institutionnelle et à la réalité tout court. Car la toute-puissance exécutive de cet homme qui se croit providentiel trouve ses limites, imposée à la fois par le Congrès, la justice et la Constitution américaine. Alors nous vous avons parlé la semaine dernière du décret supprimant le droit du sol, contredit par le 14e amendement. Depuis, Trump a dû reculer sur le gel des aides fédérales, des aides destinées à l'étranger, et il doit composer avec la Fed, la Banque centrale américaine, qui refuse la baisse des taux demandés par le président. Alors on va commencer, Alain et Jean-Marie, si vous le voulez bien, par le plus gros échec de Trump ces 10 derniers jours, c'est le gel des aides fédérales. Que s'est-il passé, Alain ? Alors, il s'est passé en 48 heures, puisque ça faisait partie des décrets, des directives présidentielles, préparées longtemps à l'avance par une équipe structurée et bien organisée, et qui pense qu'elle n'a que très peu de temps pour réaliser un maximum de réformes. Réformes qu'elle réalise évidemment dans le cadre du champ des directives présidentielles, c'est-à-dire sans passer par la loi. Donc tirer au maximum ce que peut faire le président sans passer par la loi. Donc dans sa volonté de réduire la taille du gouvernement, de surveiller les finances publiques, il y a eu 2 directives. Une qui a bloqué pendant 90 jours l'ensemble de l'aide étrangère aux États-Unis. Alors, là-dessus, il a dû reculer, j'expliquerai pourquoi. Et une autre directive qui interdisait pendant 10 jours tous les déboursements du Trésor fédéral à toutes les agences du gouvernement dans l'ensemble des 50 États de l'Union américaine. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, en ce qui concerne là où l'impact politique est le plus grand, c'est naturellement à l'intérieur. En ce qui concerne cette directive interdisant tout déboursement du Trésor américain à l'ensemble des administrations fédérales du pays, sur tout le territoire, il a été d'abord bloqué par un juge, mais c'est pas le plus intéressant. Il a été bloqué par un juge fédéral, un juge de Washington, qui a dit si le Congrès a voté ces fonds pour le gouvernement n'a pas le droit de revenir sur une décision du Congrès et d'en décider ainsi. Il faut rappeler que ces aides, en fait, elles dépendent du Congrès. C'est le Congrès qui a la main sur la distribution des aides et très exactement, des aides. La Chambre des représentants, qui représente l'ensemble des Américains et non pas les États, a la main sur le budget. Et donc on voit que là, il y a une tentative de renier les prérogatives du Congrès pour étendre celles du président. Alors, non seulement ça a été bloqué par un juge, mais surtout ça a soulevé un tollé dans l'ensemble de la population, et notamment parmi l'électorat républicain, parce qu'il n'y a plus d'argent pour le remboursement des médicaments, il n'y a plus d'argent, vous savez, aux États-Unis, il y a un programme de retraite fédéral qui touche les personnes les moins riches. Et de même qu'il y a un programme de retraite de soins et de santé publique gratuit qui touche aussi les personnes les moins riches, qui s'appelle Medicaid. Et donc tous ces programmes se sont arrêtés, provoquant des situations potentiellement dramatiques, notamment pour les personnes âgées parmi les plus pauvres du pays. Or, il se trouve que la caractéristique de l'électorat de Trump, c'est qu'il s'est étendu. Il s'est étendu à l'ensemble des classes moyennes, mais aussi aux classes les plus populaires, notamment chez les Latinos ou bien chez les Noirs américains. Et autrement dit, il a très vite compris que son propre électorat était touché et pouvait probablement se sentir trompé par la campagne populiste qu'il a menée et se trouvant maintenant face à des décisions d'austérité budgétaire comme on n'en avait jamais vu. Tout ça, évidemment, avec le prétexte de dire on veut voir qu'est-ce qui se passe, il faut réduire la dette, il faut réduire le volume des dépenses publiques, donc on veut voir qu'est-ce qui se passe. Bon, là-dessus, ça a été une telle pagaille et une telle déconvenue dans l'opinion qu'il a pris une mesure qui est en 2 lignes, qui consistait à dire le décret est purement et simplement annulé.
Donc c'est une défaite, c'est une débâcle. Il y en aura d'autres. Ils sont prêts à tenter leur chance dans d'autres sujets. Mais voilà. Sur ce qui concerne l'aide étrangère, bien entendu, elle est très souvent une aide alimentaire et concentrée sur l'Afrique. Et voyant que, là encore, le potentiel de désastre était énorme, le département d'État et le nouveau secrétaire d'État, Marco Rubio, ont passé leur temps à énumérer un maximum d'exemptions au décret pris par la Maison-Blanche. Tout ça donnant l'exemple de quelque chose de particulièrement brutal et mal préparé, comme si dans l'hubris qui caractérise cette équipe, cette sorte d'ivresse de la puissance du lendemain de l'élection, ils avaient commencé par faire des erreurs et de grosses erreurs politico-bureaucratiques. Vous parlez d'erreurs politico-bureaucratiques, mais vous avez dit que tous ces décrets avaient été préparés par une équipe structurée. Ils avaient travaillé pendant des jours pour prendre toutes ces mesures dans un temps très court. Alors, ok, il y a les erreurs de jugement sur l'impact qu'ont pu avoir ce gel des aides sur l'électorat républicain, mais on voit qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises tout en sachant qu'elles ne pourraient pas passer. C'est-à-dire le droit du sol, où il est évident que pour n'importe quelle personne qui se connaît un peu en droit américain, ça ne pouvait pas se mettre en accord avec le 14e amendement. On a aussi d'autres décrets comme ça qui vont être disputés devant les juges. Est-ce que c'est pas quand même une manière de la part de Trump de montrer qu'on l'empêche de faire et de se poser finalement en victime de cet état profond? Il sait très bien qu'il y a des choses qui vont pas passer. Est-ce que c'est de l'hubris, comme le dit Alain, en tout cas pour cette histoire de gel, ou est-ce qu'il y a aussi une volonté quand même de jouer le peuple contre l'élite? Non, je ne crois pas que ce soit quelque chose de marginal. Il faut en rappeler que Trump s'inscrit dans une demande de renforcement du pouvoir présidentiel. Il l'avait d'ailleurs évoqué, il avait même théorisé un moment en disant « j'aimerais bien, je serais un dictateur », mais après il avait ajouté « mais un jour seulement ». Et donc dans cette volonté d'élargir et de renforcer le pouvoir présidentiel, il avance. Et il avance comme il le fait toujours. Vous évoquiez l'histoire du droit du sol. Le droit du sol, c'est intéressant de voir comment c'est justifié. Il signe un décret qui met fin au droit du sol. On lui dit oui, mais c'est pas possible parce qu'il y a le 14e amendement de la Constitution qui impose le droit du sol. Et lui répond, mais le 14e amendement est inconstitutionnel. Donc si on le suit, la Constitution est inconstitutionnelle, donc je peux la transgresser. Donc l'essentiel pour lui, je pense, c'est d'avancer. Il sait qu'il y aura des recours, il sait qu'il y aura des gens qui freineront, etc. Mais il avance. Et il avance, et dans un certain nombre d'endroits, les choses vont s'inscrire dans les faits. Et c'est comme ça sur tous les sujets. Donc il ne faut pas penser un instant qu'il est inconscient de ce qu'il fait. Je pense que c'est vraiment sa façon d'instaurer un régime à la fois populiste et autoritaire. La question, vous évoquiez tout à l'heure les contre-pouvoirs traditionnels qui existent aux États-Unis, puisque c'est censé être un système d'équilibre des pouvoirs, où un pouvoir doit pouvoir arrêter l'autre ou freiner l'autre. Et là, on s'aperçoit que d'abord, il n'y a pas de résistance au Congrès. La Chambre des représentants, qui est à majorité républicaine, ne résiste en aucune manière, alors même qu'il y a des choses dans ce qui est proposé, notamment dans les nominations qui sont proposées, qui sont parfaitement aberrantes, mais ça ne freine pas les républicains de voter ou d'approuver. La Cour suprême ne sera pas un obstacle, puisqu'elle est à sa main, elle a été recomposée par lui, elle est à sa main. Donc il restera quoi? Il restera peut-être un retournement de l'opinion dans 2 ans au moment des élections partielles, des élections des midterms qui en général sont défavorables au pouvoir en place. Simplement, c'est une hypothèse. Et on verra bien jusqu'où il sera allé dans l'intervalle de ces 2 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut aller si vite. Il inonde le pays de ses décrets pour faire le plus vite possible, pour justement engranger un maximum de choses à l'intérieur de ces 2 ans. Voilà, je pense que c'est une ligne qui est très claire, très consciente, et il faut y ajouter un aspect qui est aussi de nature à transformer profondément la République américaine, c'est qu'il y a de moins en moins de séparation entre l'Église et l'État. Puisque lui-même l'écrit, le dit, il a été choisi par Dieu pour faire grandir l'Amérique. Et donc, en même temps qu'il dit cela, il fait rentrer dans son équipe gouvernementale des gens qui sont issus de sectes religieuses et pas les plus, pas les plus douces. Donc, des sectes religieuses assez radicales. Il faut ajouter cet élément-là qui vient renforcer son idée d'exercer un pouvoir. Il n'y a pas trop de précédents dans l'histoire américaine récente de tentatives comme cela d'élargir ou d'approfondir ou de doper comme cela le pouvoir présidentiel.
lui, il est à l'œuvre, et il est à l'œuvre dans une vraie politique de rupture autour de lui-même. Alain, est-ce que vous partagez le pessimisme institutionnel de Jean-Marie, qui parle de deux institutions, donc d'un côté la Chambre des représentants, le Congrès, de l'autre côté la Cour suprême? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que les membres du Congrès, voyant que finalement leur pouvoir est annulé par un président tout-puissant, ne pourraient pas éventuellement se rebeller? Et est-ce que la Cour suprême, de ce qu'on a vu ces dernières années, est-ce que vous pensez qu'elle va juger en droit ou juger de manière politique? Il faut regarder ça au cas par cas. La Chambre des représentants a déjà infligé, y compris les républicains, ont déjà infligé un refus à Donald Trump. Le Sénat s'occupe des nominations, mais la Chambre des représentants a déjà infligé, je ne me souviens plus exactement de la question qui était posée, mais il a dû reculer sur une affaire. Donc, il peut arriver que la dynamique des institutions ne lui soit pas favorable. Il est déjà arrivé que la Cour suprême, sur des points de droit rapides, sans que ce soit vraiment un jugement, il est arrivé déjà qu'elle aille à l'encontre de ce que pouvait penser, de ce que voulait Donald Trump. Vous savez, il appelle la Cour suprême « mes juges », donc il attend d'eux une loyauté. Mais c'est toute sa conception du pouvoir, c'est-à-dire on est véritablement face à quelqu'un qui a décidé d'aller vers une démocratie illibérale. Il y a un mouvement idéologique profond. On a l'impression qu'on a affaire à un homme pragmatique, etc. Non, il est entouré, comme le disait Jean-Marie, il est entouré d'idéologues. Ces gens pensent que, fondamentalement, l'État, dans son émanation gouvernementale, c'est-à-dire département ministériel par département ministériel, et ensuite dans son émanation administrative, c'est-à-dire la fonction publique à tous les niveaux, ils pensent que ces gens-là sont les vrais dirigeants de l'Amérique et que le peuple a perdu la voix et que les élus ont perdu la voix et que c'est cet État profond qui véritablement gouverne le pays. Et donc il y a une sorte de paranoïa, si vous voulez, dans cette démarche-là. Parce que lorsque le président a été républicain, prenez les 2 mandats de George Bush Jr., il a fait les réformes qu'il voulait faire, dans un sens on appellerait ça en France, de libéralisation de l'économie, où il a mené la politique étrangère qu'il voulait. L'administration ne s'est pas opposée à ce qu'il voulait. Durant les 2 mandats de Barack Obama, et puis dans celui de Biden, l'administration ne s'est pas opposée. Mais Trump part du principe que tout l'ensemble de la haute fonction publique, l'ensemble des fonctionnaires, l'ensemble des départements ministériels, leur tendance, c'est démocrate, c'est plutôt le centre-gauche. Ce n'est pas faux, mais c'est leur faire un procès en loyauté, a priori, si vous voulez, qui est parfaitement injuste et qui relève de... Je pense que ça relève d'une forme de paranoïa, si vous voulez, d'une véritable forme de paranoïa. On peut en parler. J'ai listé des mesures qu'il vient de prendre qui sont hallucinantes et qui ressemblent à l'époque de McCarthy. Dont le limogeage, par exemple, des responsables du ministère de la Justice qui ont été impliqués dans les poursuites à son encontre. L'annonce de leur limogeage a été publiée cette semaine. En fait, la vengeance promise par Trump est en route. C'est ça que vous nous dites. Exactement. La vengeance promise par Trump est en route. Et là, il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs, comme le disait Jean-Marie. Mais je vais vous citer un certain nombre d'exemples. Je pense qu'il faut remonter à ce qu'on appelle la campagne menée par Joe McCarthy, un sénateur, au début des années 50. C'est une campagne qui soupçonnait des hauts fonctionnaires, notamment au département d'État, ou qui soupçonnait des artistes, notamment dans le cinéma, mais aussi dans le théâtre, et aussi des écrivains, d'être en fait des communistes déguisés, et qui a fait qu'un certain nombre de gens ont perdu leur job à cause de cette chasse aux sorcières dans la haute administration et dans les milieux artistiques, à Hollywood par exemple, menée par Joe McCarthy. Eh bien là, on est en pleine purge, comme disait le New York Times. Hier, on est dans une purge, si vous voulez, avec des gens qui sont perçus comme des ennemis dans toutes les agences du gouvernement. Et vous avez par exemple un certain nombre de hauts fonctionnaires qui travaillent au Conseil national de sécurité, c'est cet ensemble de spécialistes qui sont à la Maison-Blanche autour du président et qui complètent le travail du département d'État. Eh bien, des dizaines, sinon des centaines de hauts fonctionnaires ont été renvoyés chez eux. En arrivant à leur bureau, ils ont dit non, vous devez rentrer à la maison. On ne les a pas privés de leur job. Mais ils ont été renvoyés chez eux, et je cite, « le temps d'une enquête sur leurs opinions politiques ». C'est typiquement ce qui se passait dans l'époque de McCarthy. C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là vont, compte tenu de ce qu'ils ont pu dire ou échanger dans leurs mails dans le passé, est-ce qu'ils vont soutenir la politique du président ou non? C'est-à-dire qu'a priori,
on s'en méfie. Le temps de faire une enquête sur tout ce qu'on peut trouver sur eux et qui manifesterait un biais, un préjugé anti-Trump. Une offre à des conditions de départ a été faite à 2 millions de fonctionnaires fédéraux, en leur disant « Écoutez, si vous partez maintenant, vous aurez 1 an de salaire, on vous aidera à vous recaser éventuellement. » Pourquoi ? Pour les remplacer dans leur job, comme si c'était remplaçable du jour au lendemain, ça vous dit aussi l'opinion qu'ils ont du travail accompli par les fonctionnaires, pour les remplacer par des gens dont on sait qu'ils ont déjà été choisis, pour beaucoup d'entre eux, depuis 1 an, dont on sait qu'ils seront loyaux. Voilà. Mais en quoi c'est différent du spoil system habituel qu'on a aux États-Unis ? On va au-delà du spoil system. Le spoil system concerne 10 000 personnes. Là, il en veut 40, 50 000 ou 100 000. Je vais vous citer une phrase. Il y a eu un séminaire des élus républicains du nouveau Congrès, de la nouvelle majorité. Enfin, ils ont une majorité de 3 sièges, mais enfin, ils ont quand même la majorité. Et Trump, devant eux, a dit « Nous sommes une nouvelle majorité politique qui va démanteler et remplacer le New Deal de Franklin Roosevelt. » Le New Deal de Franklin Roosevelt, c'était à partir du milieu des années 30 et jusqu'au départ de Roosevelt du pouvoir, c'était l'installation d'un État social à l'américaine, des grandes lois sur l'État social, sur les retraites pour les plus pauvres, sur la santé pour les plus pauvres. Donc nous voulons démanteler cela, ce qu'il appelle ça le New Deal de Franklin Roosevelt, qui a dominé la politique américaine depuis près de 100 ans. Donc voilà, Ronald Reagan aurait pu prononcer cette phrase. Mais dans l'action, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. L'État profond n'était pas l'ennemi. Les démocrates n'étaient pas les ennemis. Ronald Reagan avait une profonde amitié pour les dirigeants démocrates du Congrès. Donc, vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui paraît assez, pour le moins, radical. Et qui défigure la République américaine, qui défigure une image qui a fondé le mythe américain, le mythe de la capitale des libertés, le mythe du pays qui abritera toujours ceux qui sont à la recherche de liberté, qui appuiera toujours les combattants de la liberté. Ce mythe est en train de s'effondrer, et est en train d'être détruit pierre à pierre par Donald Trump. Parce que là, on a parlé de ce qu'il veut faire, mais on n'a pas encore vu à l'œuvre Elon Musk, qui lui est chargé de faire place nette dans toutes les instances gouvernementales. Donc c'est évident qu'ils veulent aller plus loin. Et ce n'est pas un juge ici ou là qui pourra interrompre le mouvement. D'autant qu'autour il n'y a pas que Elon Musk, il y a d'autres patrons de la tech qui entourent Trump aussi et qui sont sur la même ligne, qui est une ligne où il faut déréguler, déréglementer, laisser s'épanouir les quelques-uns qui dominent la scène de la technologie. Donc c'est vraiment en dehors de cet aspect-là, il y a une dérive très profonde qui va interpeller évidemment toute l'Europe, parce que est-ce que ça aura un effet répulsif en Europe ou est-ce que ça aura au contraire un effet d'attraction, parce que les pouvoirs autoritaires attirent toujours une partie de l'opinion. L'aspiration à l'autoritarisme, à plus d'autorité est présente partout. Est-ce que ça va la renforcer ou est-ce qu'au contraire, on se rendra compte que c'est évidemment un contre-modèle qu'il faut absolument fuir et contre lequel il faut se prémunir? C'est la grande question qui nous est posée à travers l'installation de Trump et de ce qu'il est en train de faire. Dernière question, on voit quand même que les mesures prises par Trump depuis son arrivée, c'est-à-dire il y a 10 jours, concernent principalement des prises de position idéologiques, anti-trans, anti-LGBTQ par exemple. On a aussi des tas de mesures contre l'immigration. On l'a vu, est-ce qu'avec tout ça, Trump n'oublie pas ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire la baisse de l'inflation et l'amélioration des conditions économiques des classes les plus pauvres? Et est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre lui? Est-ce qu'il n'oublie pas trop les classes populaires comme les ont oubliés les démocrates en leur temps? C'est toute la question du mandat, la question du mandat dans les démocraties libérales. Quel est le mandat de Donald Trump? Est-ce qu'il a mandat pour faire ça, pour démanteler et remplacer le New Deal de Franklin Roosevelt? Alors lui dit qu'il a eu une élection triomphale. Il faut toujours rappeler que au collège populaire, au suffrage universel direct, il ne devance Kamala Harris que de 1,5% des voix. C'est un des scores les plus faibles jamais installés. Certes, il remporte haut la main le collège des grands électeurs. Mais enfin, en suffrage populaire, ce n'est que 1,5% des voix. Est-ce que c'est son mandat? Est-ce que c'est ça que voulaient les gens des milieux populaires qui ont voté pour lui? Est-ce qu'ils voulaient une présidence placée sous le signe des multimilliardaires de la haute technologie, placée sous le signe de la réduction des dépenses de l'État fédéral, particulièrement des dépenses sociales de la fédérale? Est-ce que c'est ça qu'ils voulaient? On ne sait pas. Et puis le substrat idéologique qui existe, c'est un substrat masculiniste.
voire la suprématie blanche est quand même en question. C'est aussi une des parts de son combat. Le meilleur exemple nous en est fourni par l'actualité. Quand tombe cet avion percuté par un hélicoptère militaire au-dessus de la capitale, Washington, Trump a tout de suite son explication. Il met en cause une réglementation dans le contrôle aérien qui favoriserait les handicapés et les gens de couleur. Donc, je veux dire, on ne peut pas tomber plus bas dans la polémique ou dans l'explication. Alors, quand on creuse un peu, c'est vrai qu'il y a des réglementations partout dans les administrations américaines qui demandent à faire de la place aux handicapés, comme chez nous d'ailleurs, et aux gens de la diversité. Est-ce pour autant que ce sont ceux-là qui sont responsables de la chute de l'avion ou de la collision entre peut-être un mauvais pilote d'hélicoptère militaire par ailleurs et un avion civil. Donc, et ça correspond au fait qu'il a rayé aussi d'un trait de plume par un de ses décrets toutes les mesures qui, dans les universités, dans les administrations, etc., prévoyaient des mesures, des précautions contre les discriminations. Tout ça est annulé et tout ça est maintenant interdit. Il est interdit de se préoccuper de corriger la discrimination là où elle existe. On est aussi face à une contre-révolution, une vraie contre-révolution aux États-Unis, mais qui emporte aussi ou qui peut emporter aussi l'équilibre des institutions. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi, et c'est sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.